Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de ce mercredi 26 mai 2021. Bob Rugurika serait avec vous durant la présentation de ce journal. Je vous propose les principales articulations de ce journal. Bujumbura est sous le choc. Des personnes ont été tuées, d'autres blessées par des grenades lancées hier dans différents endroits publics. Les partis CNDD, FDD et MSD se sont déjà exprimés à travers des communiqués de presse. L'ONG Human Rights Watch dénonce une répression persistante des médias et des organisations de la société civile par le régime burundais. C'est dans un nouveau rapport publié ce mercredi. Et puis la santé de la jeune fille violentée par le procureur de Makamba va toujours mal et la famille demande toujours justice. Dans quelques secondes, vous aurez les détails de ce journal. Bonjour mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, au moins 7 personnes tuées et plusieurs blessées, tel est le bilan des attaques à la grenade perpétrées hier soir dans différentes zones de la mairie de Bujumbura par des hommes non encore identifiés, en bilan donné par une source médicale. Le ministère de la Sécurité publique confirme ces attaques mais parle de 2 personnes tuées et même si personne n'a encore revendiqué ces opérations, plusieurs soupçonnent des miliciens Imbonerakure ou agents du pouvoir, d'autres plutôt attribuent ces attaques au groupe rebelles présents sur le territoire et hostiles au pouvoir en place. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les informations que nous détenons de nos sources à mairie de Bujumbura font savoir que 4 endroits stratégiques ont été la cible d'attaques à la grenade presque simultanées dans la nuit de ce mardi entre 19h et 20h. Selon les mêmes sources, la première explosion a eu lieu dans le parking de bus du marché d'Ongagara, communément appelé Kotebu. Il y aurait eu au moins 4 morts sur le champ et plusieurs blessés. Une 5e personne qui aurait lancé cette grenade a été abattue par les policiers qui se trouvaient sur place. Le deuxième endroit ciblé est le boulevard du peuple Murundi au niveau de la zone Bwiza. La grenade a été lancée sur le parking de bus qui desservent les quartiers du nord de la capitale économique. Selon notre source, plusieurs blessés avoisinant au nombre de 30 ont été évacués vers l'hôpital Prince-Régent Charles. D'autres attaques à la grenade ont été signalées en même temps dans le parking de bus desservant le sud de la mairie dans les quartiers de Musaga, Kinindo et Kanyosha. Selon notre source de la place, une autre explosion de grenade a été entendue près du parking des bus desservant le nord de la mairie au niveau de l'avenue communément appelée Plaza. Les informations que nous détenons de nos sources sur place parlent de 2 morts au cours des 2 attaques et plusieurs blessés qui ont été évacués vers l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore. Selon des sources dignes de foi, ces attaques auraient coûté la vie de plus de 7 personnes car ce chiffre concerne seulement ceux qui reposent à la morgue de l'hôpital Prince Régent Charles. Même si aucun mouvement n'a pas encore revendiqué ces attaques, certaines rumeurs parlent d'une opération menée par les jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, tandis que d'autres parlent des rébellions hostiles au pouvoir en place et qui seraient présentes sur tout le territoire national. Nos sources au sein de l'armée et de la police burundaise vont même jusqu'à endosser cette responsabilité au mouvement Red Tabara. De son côté, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique dresse un bilan de 2 morts et de plusieurs blessés. Le même ministère affirme que ces attaques ont été perpétrées par des terroristes. Et à propos, le matin de ce mercredi, la peur se lisait sur les visages des habitants de la ville de Bujumbura. Certains auraient même préféré rester chez eux au lieu de se rendre à leurs activités quotidiennes. Quant à la circulation, elle ne serait toujours pas revenue à la normale. Le point avec Francine Mahoro qui a fait le tour. Ce mercredi matin, dans la plupart des quartiers de la mairie de Bujumbura, s'étaient formés des groupes de gens qui visiblement échangeaient sur les événements de la veille. Sur les visages se lisait une peur mêlée à l'inquiétude. Bon nombre d'entre eux s'interrogeaient ce qui s'est réellement passé et pour quel objectif. Cet habitat témoigne. Moi, je me trouve au centre-ville. Ici, les gens sont très inquiets et ne savent pas où ils peuvent se tenir en sécurité.
Ils sont très effrayés et n'ont cesse de se poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé hier. Actuellement, les agents de l'ordre sont en train de détonner les grenades qui n'ont pas explosé hier au niveau du côté. Donc, les gens sont devenus encore une fois inquiets. L'autre constat est qu'il y avait des patrouilles inhabituelles de militaires et policiers armés jusqu'au-delà, ce qui ne fait qu'accentuer la panique déjà, surtout ce qui plaît dans le centre-ville. Il s'observe beaucoup de mouvements de militaires et de policiers bien armés au centre-ville de Bujumbura. Les citoyens vivent pour le moment une pure panique. Certains restent à l'écoute de la radio pour essayer de s'informer sur cette situation. En pleine confusion, bon nombre de ces habitants ont préféré rester cloîtres chez eux, tandis que d'autres se sont présentés tardivement à leur travail. Quant aux endroits les plus fréquentés, ils étaient presque vides. Et toujours à propos, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a déclaré ce mardi qu'il condamnait avec énergie les actes de terrorisme qui ont été perpétrés sur des paisibles citoyens dans la ville de Bujumbura. Dans un communiqué de presse publié sur son compte Twitter, ce parti affirme que ces attaques ont été menées par des ennemis de la paix et qu'elles ne concordaient pas avec la période de paix et de développement que vivent actuellement les Burundais, selon le communiqué. Ce parti demande donc que les auteurs de ces actes soient exemplairement punis conformément à la loi. Enfin, le parti CNDD-FDD exprime ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et puis, sur le même sujet, le mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD en sigle, déplore les attaques à la grenade perpétrées dans la soirée de ce mardi à Bujumbura, dans des lieux fréquentés par le public et qui ont causé plusieurs victimes civiles. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le MSD indique que cet acte odieux avait sans aucun doute pour objectif de terroriser la population. Le MSD précise également que ce mode opératoire a été utilisé à plusieurs reprises par des agents du régime et viendrait donc allonger la liste des victimes quotidiennes de la terreur d'État. Le MSD termine ce communiqué en présentant également ses condoléances les plus émues aux victimes et à leurs familles. Le parti MSD fait également savoir qu'il ne cessera jamais de lutter pour l'instauration d'un état de droit au Burundi, qu'il estime être le seul capable d'exiger la vérité et la justice pour toutes les victimes de la terreur d'État. Et puis, sécurité toujours. Un corps d'un enfant de 9 ans, tué et décapité, a été découvert le matin de ce mercredi sur la colline Nyabikenge dans la commune de Bugabira. Nous sommes en province de Kirundo. Le jeune garçon avait disparu ce mardi selon les sources locales. 6 personnes qui font l'objet d'enquête ont été appréhendées par la police. Un reportage signé Aimable Nishimwe. Le corps de ce jeune garçon de 9 ans qui faisait la deuxième fondamentale a été aperçu par les passants dans un petit buisson se trouvant tout près de sa résidence sur la colline Nyamikenge de la zone Kigina. Selon des témoins oculaires, Jean-Claude Uwizeyimana a été tué et décapité à l'aide des couteaux. Son corps était allongé dans un bain de sang, poursuivent nos sources qui précisent qu'il avait disparu dans la matinée de ce mardi. Les motifs de ce forfait restent inconnus jusqu'ici, mais les conflits familiaux ne sont pas écartés selon l'administration locale. Eric Twizelimana, administrateur de la commune Bugabira, annonce que 6 personnes du voisinage du disparu ont déjà été appréhendées par la police et qu'elles font objet d'enquête. Une courte pause et nous parlons droits de l'homme dans ce journal. La santé de la jeune fille de Nyanzarake en province de Makamba ne cesse de se détériorer après des violences imposées par le procureur de la République en province de Makamba. Les faits se sont déroulés il y a 2 mois. Les proches de la victime demandent à la justice de sortir du silence et de rendre justice à cette jeune fille. Les détails avec Eric Nyonzima. La jeune fille en question s'appelle Thierry Tangimana, âgée de 15 ans. Elle est également élève au lycée communal de Nyanzarake en province de Makamba. Cette jeune fille a été passée à tabac par le procureur général de la République en province de Bururi, le nommé Agricole Ndaitwa Eko. C'était en date du 21 mars dernier. Les faits se sont déroulés au domicile de Thierry Tangimana, 200 familles et voisines du procureur de Bururi, au moment où elle gardait la boutique de son père. Selon les témoins de la scène, Agricole Ndaitwa Eko a d'abord ordonné à Thierry Tangimana de rentrer, et cette dernière lui a expliqué qu'elle était déjà chez elle. C'est ainsi qu'Agricole Ndaitwa Eko a giflé la jeune fille avant de la frapper à l'aide d'une chaise au niveau de sa tête, alors qu'elle était déjà tombée par terre.
Certains proches de Thierry Tangimana ont indiqué à cette époque que le procureur de Bururi avait réagi ainsi car la jeune fille avait refusé ses avances, des accusations refusées par Agricole Ndaitwaeko. 9 jours après, la famille de Thierry Tangimana a porté plainte auprès du parquet général près la cour d'appel de Makamba, une instance judiciaire qui ne s'est pas activée pour entamer les procédures judiciaires selon les proches de la victime. Cette inaction a par la suite poussé la famille de la victime à solliciter l'intervention du procureur général de la République. Ce dernier a, selon les sources de la RPA, envoyé une équipe sur terrain pour s'enquérir de la situation et le dossier a fini par être transféré à la cour d'appel de Makamba, si autre du procureur général de la République. Là-bas aussi, aucune audience n'a été programmée jusqu'à l'heure actuelle. Nos sources indiquent que la famille de la victime est allée demander ce qui faisait traîner les choses, mais elle a été mal accueillie par la présidente de la cour d'appel qui par après a fini par les fixer rendez-vous vers la fin du mois de juillet. Et nos sources d'ajouter que de toutes les charges que la famille avait présentées dans sa plainte, à savoir coup et blessé volontaire, tentative de sollicitation sexuelle à l'endroit d'une mineure, ainsi que violation du domicile, seule l'accusation du coup et blessure volontaire et léger a été retenue, rapporte toujours les proches de la famille. Ces derniers disaient que le fait que le cour d'appel a ramené 3 charges qui pesaient sur le procureur de Bururi à une seule charge visait à le protéger. Un autre fait qui inquiète les proches de la famille, c'est celui du report de l'audience jusqu'à la fin du mois de juillet, alors que c'est connu que les vacances judiciaires vont débuter avec le mois d'août pour se terminer au mois de septembre. Selon nos sources, ce serait une astuce visant à ne condamner ce procureur à seulement une année d'emprisonnement. Pour le moment, la victime Thierry Tangimana ne s'est pas encore remise du choc. Les proches de la famille indiquent qu'elle présente des signes de dépression et a été obligée d'arrêter ses études. Par après, la famille de cette jeune fille a jugé nécessaire de la mener dans un autre endroit qu'elle garde secret pour des raisons de sa sécurité. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pascaline Habonimana, la présidente de la cour d'appel de Makamba, qui a le dossier de Thierry Tangimana. Au chapitre des droits de l'homme, toujours, 3 membres du parti CNL de la colline Kinyami en commune Giterani, nous sommes à Muyinga, sont incarcérés au cachot de la commune Giterani depuis 4 jours. Ils sont accusés d'être parmi les malfaiteurs qui ont endommagé les champs de bananiers et caféiers appartenant aux responsables du parti CNDD-FDD sur la colline Kinyami. Les familles des victimes réclament leur libération inconditionnelle car ces 3 hommes, dit-elle, ne sont victimes que de leur appartenance politique, le point avec Hervis Nyomungere. La nuit du samedi 22 mai, des malfaiteurs ont attaqué le domicile du responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Kinyami en commune Giterani. Des bananeraies et des caféiers furent vandalisés. Les soupçons se sont alors portés sur les partisans des partis de l'opposition sur ce témoignage. Dans la nuit du 22 mai, des malfaiteurs se sont introduits dans le domicile du secrétaire collinaire du CNDD-FDD, endommageant les champs de bananiers et de caféiers. Le lendemain matin, ils ont commencé à accuser les partisans du CNL d'en être les auteurs. Comme il y avait une activité du parti CNL, la police en a profité pour procéder à des arrestations. 4 personnes, à savoir Jean-Marie Muhigigwa, Jadi Tunga, Alegisi Gwasa et le chef colonel Dino Dorajab, Darubunikiye, furent arrêtés et conduits au cachot communal. Il y avait une activité du parti CNL à la permanence collinaire de ce parti. Les membres de ce parti venant de la colline Kinyami ont été surpris par la police en cours de route. Ces dernières a arrêté 3 d'entre eux soi-disant pour des raisons d'enquête. Et quand le chef collinaire, Laja Wundarubunikiye, a essayé de demander le motif de cette arrestation, il a aussi été embarqué.
Après un interrogatoire avec le commissaire de police en commune Giteragny, le chef colonel a été libéré sur lundi. Les familles des 3 autres membres du CNR encore en détention réclament leur libération sans condition car victimes de simples soupçons. Nous demandons la libération immédiate de ces 3 membres du CNL. Ils n'ont pas été attrapés la main dans le sac ou avec une machette. Ceux qui les ont arrêtés n'ont aucune preuve de leur culpabilité. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le commissaire communal de police Gitamira Epitasi pour préciser d'éclaircissement. Et puis, droits de l'homme toujours. Presque un an après l'investiture du président Évariste Ndayishimiye, les autorités envoient toujours des signaux contradictoires. C'est du moins la déclaration de l'association de l'organisation internationale Human Rights Watch qui, par lesquelles les autorités burundaises montrent d'une part des gestes de bonne foi, mais exercent toujours une répression et une ingérence abusive dans les activités de la société civile et des médias au Burundi, ainsi qu'une surveillance sur leur travail. Le point avec Jean-Marie Rukundo. Les autorités burundaises ont levé certaines restrictions imposées à la société civile et aux médias depuis le début de la crise politique en 2015, rapporte Human Rights Watch dans sa déclaration sortie ce mercredi. Mais, selon cette organisation internationale de défense des droits humains, les mêmes autorités ont aussi renforcé les restrictions pesant sur les défenseurs des droits humains et les journalistes qui sont perçus comme critiques à l'égard du gouvernement. Des journalistes et des membres du personnel d'organisations nationales et internationales ont rapporté avoir demandé une autorisation auprès des autorités provinciales et locales pour effectuer leur travail. Ils ont aussi décrit des menaces et des difficultés les empêchant de travailler sur des questions de droits humains ou de sécurité, rapporte Human Rights Watch. Les réformes d'Évariste Ndayishimiye semblent destinées à améliorer l'image du Burundi et à rétablir les liens économique avec la communauté internationale. Cependant, Human Rights Watch constate que depuis son investiture en juin 2020, les graves atteintes aux droits humains, incluant des meurtres extrajudiciaires, des disparitions forcées et des arrestations arbitraires, ont continué, quoique dans une moindre mesure que lors des élections de 2020. Les auteurs présumés d'abus n'ont été arrêtés et jugés que dans quelques cas. Même si les procès ont souvent manqué de transparence, constate Human Rights Watch. Lewis Madge, directeur de l'Afrique centrale chez Human Rights Watch, déclare que le gouvernement burundais devrait aller au-delà des gestes symboliques de bonne foi pour s'attaquer au système de répression enraciné mis en place sous l'ancien président Pierre Nkurunziza. Des réformes de fond sont nécessaires pour agir contre le manque d'indépendance de la justice, les procès politisés et l'absence de responsabilisation pour les abus. Parlons diplomatie à présent. Le désengagement de Gitega dans la lutte et la prévention contre le génocide et d'autres crimes connexes ne constitue que le renforcement de sa politique de réticence face à la surveillance de la communauté internationale. C'est du moins l'analyse du représentant de l'organisation Defenders au sein de l'organisation des Nations Unies. Nicolas Agostini explique que cette position inflexible du gouvernement burundais est une preuve de sa fidélité envers ses alliés au sein de l'ONU. Suivez plutôt Nicolas Agostini, représentant de l'ONG Defenders auprès de l'ONU. L'impact de ce vote sur l'image du Burundi est très faible. C'est un vote qui a lieu à New York, qui correspond à des positions nationales, mais aussi à des alliances avec d'autres États. Les positions du gouvernement burundais sont connues, donc ce vote n'est qu'une confirmation, malheureusement, des positions que le Burundi prend au niveau des Nations Unies, que ce soit à l'Assemblée Générale ou au Conseil des droits de l'homme. Bien sûr, chaque pays vote en ayant en tête sa propre situation, et il est évident que le Burundi a en tête sa propre situation et n'aime pas ce que font les Nations Unies et ce que font les experts onusiens sur la prévention des atrocités et la responsabilité de protéger, notamment l'analyse en termes de facteurs de risque des violations et des atrocités. Ceci étant, je pense que le Burundi a voté principalement pour deux raisons: la consistance, la cohérence avec ses positions précédentes et ses positions de principe, et les alliances que le Burundi a bâties ou a tenté de
de bâtir avec des États comme la Chine, l'Égypte ou la Russie et quelques autres. Je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est que ça correspond à une position constante du Burundi, qui est une position de défense d'une souveraineté la plus large possible de l'État, c'est-à-dire une souveraineté qui fasse échec au droit de regard de la communauté internationale sur la situation des droits de l'homme dans un pays. Donc en gros, c'est de dire que la communauté internationale n'a pas le droit d'avoir son mot à dire sur la façon dont un gouvernement traite ses ressortissants. Le deuxième point, c'est que le Burundi continue à bâtir des alliances. Donc ce vote à l'Assemblée générale contribue à solidifier des alliances que le Burundi a bâties avec des pays comme la Chine, l'Égypte, la Russie, le Venezuela, l'Érythrée et d'autres, qui sont des positions, comme nous l'avons mentionné, de défense d'une souveraineté la plus large possible de l'État face à la communauté internationale, et une souveraineté qui fasse échec au droit de regard de la communauté internationale. Dans quelques secondes, nous parlons éducation. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique est le ministère le plus financé dans le nouveau budget de l'État. Ce ministère, qui sera financé à hauteur de 20%, privilégiera l'entretien des infrastructures et l'achat du matériel didactique. Émile Nibasumba nous en dit plus. L'élaboration et l'impression des manuels scolaires vont à elles seules coûter près de 2 milliards de francs burundais selon le nouveau projet de budget annuel. On enregistre plus de 320 millions supplémentaires par rapport à l'année budgétaire en cours. L'entretien des bâtiments publics dans ce secteur coûtera à peu près 40 millions. C'est environ 30 millions de francs de plus par rapport au budget qui s'achève. D'autres secteurs qui nécessitent des dépenses supplémentaires dans ce ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, ce sont des établissements techniques et des métiers. La réhabilitation et les équipements de ces établissements consommeront plus de 400 millions, environ 250 millions supplémentaires par rapport à l'année budgétaire 2020-2021. Dans ce ministère qui aura le plus grand budget, les dépenses pour l'achat du carburant et des lubrifiants ont également grimpé avec plus de 60 millions supplémentaires par rapport au budget qui se termine sur plus de 350 milliards que le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique prévoit d'utiliser. Plus de 320 milliards seront principalement couverts par les impôts et les taxes de la population. Cependant, le gouvernement ne sait pas où trouver environ 152 milliards prévus dans le budget, un déficit que le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, Domitien Ndihokubwayo, relativise. Ici, il dit aux députés que ce déficit est plus petit que celui de l'année budgétaire en cours. Il dit qu'il y a une réduction d'1 milliard 400 millions de francs burundais et que c'est une bonne avancée pour le pays. À part les dépenses qui seront principalement couvertes par les impôts et les taxes de la population, le projet de budget pour l'exercice 2021-2022 met également en évidence des ressources. C'est ce dont nous allons parler dans nos éditions ultérieures. Et puis, gouvernance. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, devrait joindre la parole à l'acte au lieu de toujours faire miroiter en vain le paradis au Burundi. C'est du moins les propos du président du parti CNDD, Léonard Nyangoma, après les déclarations du secrétaire exécutif adjoint du parti CNDD-FDD qui avait déclaré que le parti de l'Aigle allait commencer une campagne pour renvoyer tous ceux qui étaient impliqués dans des délits. Léonard Nyangoma, qui estime que les pertes de moyens financiers déjà enregistrées depuis le début du régime CNDD-FDD auraient été utiles pour le développement du pays. Suivez Léonard Nyangoma. Le peuple s'attend plus à des actions qu'à des discours, parce que ces discours, on est habitué à ce genre de discours. Tu donnes un bon exemple. Bon, moi, je leur propose tout d'abord de poursuivre ceux qui ont détourné l'avion présidentiel Falcon 50. À chaque fois que le président est invité par ses collègues, comme la dernière fois en Ouganda, lors de l'investiture du président Museveni, vous avez vu que le président Evariste a dû emprunter donc l'avion de l'autre même. C'est une honte pour notre pays. Qui ne disent pas réellement que ce rapport de détournement de l'avion Falcon 50 n'est pas connu, précisé, déterminer les responsabilités de ce détournement. Là, il se trompe. C'est un rapport très bien fait qui a été élaboré après
une enquête de plus d'une année par une commission parlementaire composée de majorité opposition. Une commission vraiment qui a très bien travaillé. À cette époque, il faut le reconnaître. Le plus important pour ce travail de contrôle de l'action gouvernementale, c'est qu'il faut que le gouvernement en place puisse créer un climat d'apaisement, un climat de détente politique, que le gouvernement en place ouvre les espaces politiques pour que les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias puissent s'exprimer librement sans être poursuivis. Alors, nous attendons un geste de la part du président Évariste. Une courte pause et nous allons au-delà de nos frontières. Bien que les femmes assument beaucoup de tâches dans le domaine de la santé, elles restent néanmoins peu impliquées à des postes de prise de décision, y compris dans la gestion de la Covid-19. Il est donc important que les femmes qui représentent plus de 70% du personnel médical soient fortement impliquées dans la riposte et le relèvement lié à la Covid-19. C'est un message du MFFPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Les réfugiés burundais, surtout les jeunes exilés au Rwanda, doivent connaître les lois qui les protègent pour mieux lutter contre les violences basées sur le genre dans les ménages et dans les communautés. C'est dans ce cadre que le mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi a organisé une formation à l'endroit des jeunes réfugiés volontaires afin de les rendre aptes à orienter les victimes des violences basées sur le genre. Les détails dans ce reportage de Dani Claire Ilatkoumva. Les violences basées sur le genre perpétrées au sein du ménage et de la communauté des réfugiés doivent être bannies et même éradiquées. Propos de Zaliniana Jeanne d'Arc, la secrétaire générale des mouvements des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Ces derniers indiquent que l'un des moyens de lutter contre ces violences est de sensibiliser les jeunes volontaires pour qu'ils puissent à leur tour contribuer à cette lutte. Aujourd'hui, dans l'état actuel, il y a nos jeunes filles et les garçons qui préfèrent aller vivre ensemble, avoir des enfants sans toutefois qu'ils aient un mariage légal. Alors, c'est un des facteurs qui fait que il y a énormément de violences basées sur le genre parce que quelque part, la loi ne protège pas ces jeunes femmes, peu importe son sexe. Du coup, le fait de ne pas avoir un statut légal de mariage, c'est un risque aux violences basées sur le genre, comme on est en train de nous le faire comprendre. Alors, c'est bien que ces jeunes volontaires le sachent pour aller sensibiliser les autres. Il y a les filles qui travaillent dans des cabarets et vous savez très bien que travailler souvent dans des cabarets, ça fait que nos jeunes font face à des violences sexuelles et qui sont, la plupart du cas, ignorées par ces jeunes. Le fait, par exemple, que une fille soit obligée de porter des mini-jupes pour servir, le fait que l'employeur ne paye pas son salaire à la fin du mois du fait de son statut de réfugié. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui aggravent, qui font que la jeune fille ou le jeune homme est victime de violences basées sur le genre, mais qui ne le sache pas directement. Eliane Manilakidza, l'une des participants, fait savoir que cette formation a été très bénéfique puisqu'elle a eu l'occasion d'apprendre diverses formes de violence. On nous a appris qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a des violences basées sur le genre, des violences physiques, violences psychiques qui causent des troubles mentaux, des violences économiques. Par exemple, dans les ménages, certains hommes gaspillent les richesses de la famille et la femme n'est pas souvent consultée pour les dépenses. Mais on a également appris que les hommes ne sont pas non plus épargnés par les violences domestiques. Au terme de cette formation, un autre jeune s'est également engagé à ne plus rester silencieux face aux violences dans la communauté des réfugiés. Il incite aussi la société à ne pas discriminer les victimes de ces exactions.
yego nk'igisho mbwije kuvuga simbwije kunuma kuvuga kugira natwe dufashe kwiga. Je ne pourrai plus me taire, je vais plutôt aider à lutter contre ces violences dans notre communauté. Même si nous sommes des réfugiés, nous devons garder notre culture et les bonnes mœurs des Burundais. Nous ne devons pas nous laisser faire, car plus on se laisse faire, plus on est critiqué et on est déconsidéré. Je dois sensibiliser mes frères et sœurs burundais à garder les bonnes manières et nous devons également soutenir les victimes de ces violences. cyangwa abarundikazi kugira twitware runtu uwo byashikiye no kumwihanganisha. Cette formation de 2 jours a été dispensée aux jeunes volontaires réfugiés et a marqué la clôture d'une campagne de 10 jours pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans cette période de la pandémie de Covid-19. Cette campagne a été initiée par le mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Et puis pour clore ce journal, cette brève à Wissoro, 3 personnes de la commune de Wissoro ont été convoquées ce lundi au parquet de la République en province de Mwaro dans le but de décharger Grégoire Nyonizigire, le directeur de l'ETS Wissoro, incarcéré pour avoir abusé sexuellement certaines filles de cet établissement. Des informations qui nous parviennent indiquent que les responsables du parti CNDD-FDD dans cette province cherchent à tout prix à libérer ce directeur pour charger à la place en enseignant du lycée communal Wissoro du nom de Félix Ndaisenga. Cléophas Ndacha Girijwe, enseignant à l'Ecofo Guahore, en même temps beau-frère du directeur Grégoire Nyonizigire, figure parmi les personnes choisies pour le décharger. Une autre personne qui a été convoquée pour la même cause s'appelle Sylvestre Nkurunziza, alias Nyakuri, encadreur à l'ETS Wissoro. Ce dernier figure parmi les personnes qui sont accusées d'avoir averti le directeur Grégoire Nyonizigire lorsque la police allait le surprendre avec 3 jeunes filles qu'il courtisait à cette école. Selon des informations en provenance du parquet de Mwaro, le directeur Grégoire Nyonizigire va être relâché d'un moment à l'autre parce que l'enseignant Félix Ndaisenga, qui est visé, ne s'était pas présenté au parquet, estimant que son nom n'était pas correctement écrit sur la convocation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Bob Rugurika était à la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre aimable écoute. Je remercie également mes collègues de la technique et de l'équipe de la rédaction. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et restez vigilants.